Le thème du changement, en particulier en entreprise, est à l'ordre du jour. Qu'est-ce que le changement? Quels sont ses impacts, surtout humains? Comment faciliter les changements pour éviter par exemple ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les risques psychosociaux? En d'autres termes, comment accompagner au mieux le changement? Monique Cohen-Lacotte, directrice d'OHMS, cabinet conseil spécialisé dans l'accompagnement des démarches du changement, et experte elle-même de ces sujets, nous fait partager sa vision au cours d'un entretien. Cette question sur le changement. OHMS, le nom de votre cabinet, que signifie-t-il? C'est une bonne question. OHMS est un sigle non développable et il signifie donc, on ne peut donc pas dire O comme telle chose ou H comme telle chose, il signifie donc, en réalité c'est le nom de la résistance en électricité. Il y a eu dans les années 1920 un ingénieur hollandais, M. Ohm, OHM, qui a découvert l'unité de résistance électrique et lui a donné son nom. Nous avons ajouté un S pour des raisons d'enregistrement informatique. Donc, le sigle OHMS nous met tout de suite dans une démarche analogique, c'est-à-dire que nous avons voulu projeter tout de suite l'idée de résistance, et comme vous le savez, ou comme en général les gens le devinent, la résistance, c'est évidemment ce qui va naître dès qu'il y a un changement. Donc l'idée générale, c'est de bien garder le fil, comme en électricité, et de bien suivre ce fameux fil, qui pour les électriciens est soit rouge, soit bleu. Ils disent d'ailleurs que c'est très simple, mais c'est tout simplement pour nous le fil du sens. Voilà, le sens en gros de notre nom. D'accord, et pour en revenir un petit peu à la thématique du jour, en quoi le changement est-il justement un thème d'actualité dans le contexte des entreprises d'aujourd'hui? Alors ça, c'est une vaste question à laquelle nous répondrons, je pense, d'une manière brève, ou en tout cas la plus concise possible, à savoir que aujourd'hui, dans les entreprises, les changements s'accélèrent, le mouvement général mondial s'accélère, nous le savons, c'est dû entre autres aux nouvelles technologies de l'information, mais à bien d'autres causes sous-jacentes et autrement plus fondamentales et complexes. Toujours est-il que tout se précipite au sens propre du terme actuellement, et que donc les changements se multiplient, parfois à bon escient et souvent à mauvais escient, et donc c'est ce qui fait l'actualité brûlante de ce thème actuellement dans les entreprises, puisqu'il entraîne des conséquences dommageables et même dramatiques pour les personnes dans certaines entreprises. Nous en avons eu l'exemple récemment dans de grandes entreprises, en France en particulier. Vous disiez que votre société intervient plus spécifiquement dans le management du changement. Quel est l'intérêt actuel des entreprises pour le changement? L'intérêt des entreprises pour le changement est différent selon les entreprises, bien entendu. Et il faut savoir que le changement ayant entraîné depuis quelques années des conséquences extrêmement dommageables pour les personnes que l'on évalue en termes de risques psychosociaux, il faut savoir que l'arsenal juridique lié aux risques psychosociaux est récent, il date d'environ 2009, et donc certaines entreprises s'engagent dans l'accompagnement du changement parce qu'elles veulent s'impliquer et permettre à leur personnel de le vivre au mieux. D'autres entreprises se contentent d'un comportement, disons, limite pour être conforme à la réglementation. Donc l'intérêt est très diversifié selon les entreprises, et comme j'aurai l'occasion de le dire, c'est évidemment lié à la notion de valeur, à la fois des entreprises, mais surtout des personnes qui vont être en charge de porter le changement. Donc depuis le début de l'entretien, on parle de changement et justement, c'est à mon tour de vous poser maintenant la question, qu'est-ce que le changement pour vous? Oui, c'est une question importante. Disons que nous allons partir du général pour venir vers le particulier, c'est-à-dire la question du changement en entreprise. Il est bien évident que tout change toujours.
Et donc le changement, c'est un mouvement, c'est comparable à la vie, c'est le mouvement même de la vie. La vie de chacun d'entre nous fait que nous changeons à chaque instant, nous nous modifions, chaque fois que nous respirons, nous nous modifions d'une certaine manière. Nous nous oxydons même, on va dire ça comme ça. Et bien entendu, chacun d'entre nous voudrait que tout reste pareil. Nous voudrions rester jeunes, beaux et en bonne santé, pour caricaturer. Et bien entendu, dès qu'il y a un changement, les êtres humains ont tendance à vouloir contrôler pour que le changement se sente le moins possible. L'aphorisme chinois bien connu dit qu'il n'y a de permanent que la transformation. Donc nous sommes en plein processus paradoxal. Le changement est paradoxal, c'est un processus paradoxal, comme la vie qui, comme vous le savez, comporte la mort. Donc il y a dans l'approche du changement une véritable nécessité de changer de focale pour pouvoir embrasser dans un même regard des éléments extrêmement contradictoires, du moins en apparence. Donc en ce qui concerne la définition que nous donnons du changement, elle consiste à dire que le changement est une succession d'états. Il se manifeste par plusieurs changements d'état qui vont cristalliser un nouvel état qui ensuite recommencera à changer, etc. Donc c'est un mouvement permanent. C'est un passage par des états successifs qui vont ensuite se manifester par un nouvel état qui aura une certaine durée. Voilà comment nous expliquons, nous définissons le changement. À part ça, bien entendu, on peut ajouter d'autres éléments, mais ça nous emmènerait peut-être un peu loin. C'est-à-dire que la première distinction que nous apprenons à faire aux cadres qui viennent à nos formations ou qui ont besoin d'un accompagnement en la matière, c'est comprendre la différence entre un changement dit de niveau 1 et un changement dit de niveau 2. Ce ne sont pas du tout les mêmes impacts, ni les mêmes résultats, ni les mêmes effets, et ils ne nécessitent pas la mise en place des mêmes outils et des mêmes outils de pensée, de compréhension. Alors si je peux me permettre de revenir sur donc, le thème du changement en entreprise, quels sont les points clés pour aborder cette problématique ? Lorsque nous abordons la question du changement, que nous sommes appelés pour réfléchir avec des cadres ou des encadrants sur ce thème, nous sommes heureux lorsque l'entreprise est déjà familière avec la méthodologie de projet. C'est-à-dire que l'accompagnement du changement se fait d'autant mieux qu'il y a déjà une culture méthodologique en place dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'on est capable de situer, de faire un diagnostic, de situer différents éléments. Et donc, lorsqu'il y a une méthodologie de projet, c'est plus facile pour nous parce que les gens sont habitués, il y a une culture dans l'entreprise qui fait qu'on est habitué en amont de l'amont à commencer à positionner les différents éléments dont on aura besoin pour atteindre le résultat souhaité. Ça s'appelle un projet, d'accord ? Donc, lorsque la démarche projet est déjà en place, nous avons moins de mal à poser les premiers repères méthodologiques utiles et les points clés donc, pour faire un accompagnement du changement réussi. Et le premier des repères, c'est évidemment de se poser la question suivante: quels sont les impacts du changement sur les personnes? Donc, quelles sont les populations concernées? Y a-t-il des populations plus concernées que d'autres? Quelles sont les fragilités de ces populations? Et donc en tirer une véritable trame d'accompagnement du changement méthodologique. Tout à l'heure, vous parliez justement des valeurs qui guident justement le changement. Et justement, vous défendez l'importance de clarifier ces valeurs. Alors ma question, c'est en quoi sont-elles fondatrices d'une dynamique de changement ? Tout repose sur les valeurs en entreprise. C'est-à-dire que, qu'elles soient explicites ou pas, c'est-à-dire explicites ou implicites, les valeurs sont ce qui va guider ensuite les démarches et les décisions prises.
c'est un élément fondateur des décisions. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est un des pilotes clandestins, selon notre terminologie, qui va déterminer certains aspects de la prise de décision. Donc les valeurs, j'enseigne dans des grandes écoles d'ingénieurs et donc je suis amenée à faire travailler ces ingénieurs de dernière année qui vont donc se trouver en poste 3 mois environ après mon cours. Je les amène à travailler de manière très approfondie sur les valeurs, leurs valeurs, celles qu'ils veulent défendre. Et pour cela, c'est un travail de fond qui nécessite de regarder en face à la fois des valeurs et ce que j'appelle des contre-valeurs, c'est-à-dire des éléments qui viendraient biaiser la façon d'adhérer aux valeurs et qui feraient que les valeurs choisies ne seraient qu'incantatoires et ne feraient pas le poids par la suite pour fonder des décisions utiles. Donc, bien entendu, les valeurs, c'est ce qui va déterminer, et en particulier, je ne parle pas seulement de la charte des valeurs, des chartes que nous trouvons régulièrement dans les entreprises, mais je parle des valeurs personnelles des porteurs des démarches, en particulier des personnes chargées de porter les démarches de changement. Or, ces valeurs, elles vont permettre ou pas de poursuivre des objectifs ou des buts qui soient vivants. C'est-à-dire, est-ce qu'on va apporter de la vie dans l'entreprise? Est-ce que les personnes vont être plus protégées? Est-ce qu'il va y avoir des décisions qui vont être vivantes? Ou bien est-ce qu'on s'achemine vers plus de morts? Voilà, en gros, autour de quoi tourne le choix des valeurs. Vous voyez à quel point c'est fondamental. Maintenant, je voulais vous demander quels sont les impacts de vos apports sur la dynamique des cadres en entreprise. Alors, en ce qui concerne les impacts de nos apports, nous restons extrêmement humbles. Nous pensons que nos apports sont de l'ordre d'une goutte d'eau dans l'océan. Vous voyez que... N'empêche que nous ne baissons pas les bras, bien entendu, et que chez OHMS, nous sommes toujours extrêmement convaincus et porteurs de l'idée que les méthodologies, quand elles sont bien outillées, c'est-à-dire qu'elles tiennent compte aussi des facteurs dits irrationnels, j'entends par là les valeurs, les croyances, les sentiments, les émotions, les aspirations, les valorisations des personnes, tout ce qui n'est pas quantifiable et qui doit être absolument inclus dans les diagnostics de départ. Tous ces éléments-là restent extrêmement importants. Finalement, vous savez, manager, c'est transmettre. Et la transmission, c'est quoi? C'est transmettre avant tout ce qui ne se quantifie pas. Ce qui se quantifie est très aisément partageable et tout ce qui est explicite peut être stocké facilement dans des différents éléments comme des jets, bref, des armoires où on va ranger toutes les démarches nomenclaturées, qualité et autres. Mais c'est pas ça qui va faire le plus. Ce qui fait le plus, c'est justement ce qui est inquantifiable, ce qui est impalpable, ce qui est de l'ordre de l'humain à proprement parler. Et donc, nous parlons ici de comportement. Et donc, en effet, il arrive que dans les stages, même courts, parce que mes étudiants, je les ai pendant plusieurs semaines, donc j'ai le temps de travailler à fond avec eux, mais il nous arrive d'intervenir sur 3 jours, c'est très très court. Néanmoins, ce que nous vendons, c'est du déclic. C'est-à-dire, si nous arrivons à provoquer un déclic, et c'est ce qui se produit, c'est impalpable un déclic. Immédiatement, les gens s'en serviront tout de suite pour étayer leurs décisions, pour mieux comprendre et mieux accueillir, mieux apaiser, mieux contenir tout ce qui va être de l'ordre des bouleversements émotionnels et affectifs, de l'ordre des croyances, de l'ordre des repères fondamentaux qui peuvent être complètement chamboulés par des démarches de changement. Tout dépend du type de changement dont on parle. Il arrive donc quand même que nous constations, j'ai des retours 10 ans après, 12 ans après, de personnes qui nous font part de l'éclairage persistant qui leur permet parfois de débrouiller un chemin très labyrinthique dans les décisions qu'ils ont à prendre. Je ne me fais quand même aucune illusion sur le fait que les contraintes exogènes sont extrêmement pesantes, les contraintes de type financier, de type autoritariste, de type hiérarchique,
de type contextuel parfois, de concurrence, etc. Évidemment, c'est un poids énorme quand on est au clair avec ses valeurs et quand on a une bonne démarche méthodologique bien outillée, finement, bien sûr, on peut quand même faire contrepoids. Vous me demandez donc, si je comprends bien, si le changement a un avenir en entreprise. Tout à fait. Bien entendu, le changement a un avenir en entreprise, il a un grand avenir, parce que ce que nous construisons, ce que nous contribuons à construire, ce que nous aimerions co-construire avec nos partenaires et clients, ce qui souvent deviennent des amis d'ailleurs, c'est évidemment des démarches de changement pérennes, même si le terme est parfaitement paradoxal lorsqu'on parle du changement, c'est-à-dire où l'on vise l'amélioration du bien-être au travail, l'amélioration en termes de résultats, c'est-à-dire que les résultats tiennent compte aussi de l'humain, parce qu'on peut obtenir des résultats avec la schlag ou un chat, un fouet à 9 queues comme dans la marine d'autrefois. Nous, ce n'est pas du tout notre pari. Donc les résultats obtenus en tenant compte du maillage humain sont évidemment ceux que nous souhaitons poursuivre, et pour cela il est bien évident que accompagner le changement, promouvoir mieux la compréhension, une meilleure compréhension de l'ensemble des éléments qui y participent, et surtout déboucher sur des prises de décision fécondes. Eh bien, merci pour cet entretien. Merci à vous.